À la version longue cette semaine, je reçois Jérémy Letellier, qui est agriculteur dans le grain et aussi président de l'UPA Montérégie. Donc, c'est quelqu'un qui est impliqué dans le domaine de l'agriculture et qui est très connaisseur de tous les sujets. Et justement, c'est ça, je voulais faire un portrait un peu global, évidemment avec point de départ, l'autonomie alimentaire qui est sur toutes les lèvres depuis la pandémie. Mais on a vraiment exploré toutes les facettes, en fait, du métier et des problématiques ou sujets qui entourent l'agriculture de nos jours. Alors, c'est encore une fois une discussion vraiment agréable et j'espère que vous allez apprécier. Écoute, ça fait un bout que je voulais parler à un agriculteur, puis en même temps, tu es président de l'UPA, dont Montérégie-Ouest. Donc, je me dis, ça va pouvoir permettre de faire un beau portrait des sujets qui entourent toute l'agriculture. On en parle beaucoup là, depuis la pandémie, il y a comme l'espèce de buzzword autour de l'autonomie alimentaire. On va rentrer là-dedans. Mais avant, j'aimerais ça peut-être en apprendre un peu plus sur toi, parce qu'on ne se connaît pas pantoute. En fait, c'est ça, tu es dans le grain? Exact. Moi, dans le fond, j'ai une ferme à Saint-Cyprien-de-Napierville. Donc, je suis associé avec mon frère, puis mon père aussi, qui est encore très actif. Il est rendu à 70 ans, mais il est très en forme. Puis quand c'est les grosses périodes d'ouvrage, il est là à 7 heures le matin, puis il fait des grosses journées encore. Fait que on a une entreprise de 700 hectares en grains, effectivement. Donc, maïs grain, soya de semences, blé de semences. OK. Puis ça, dans le fond, c'était ton père qui avait ça? C'est en étant jeune que tu as été comme... Exact. Dans le fond, mon père est né en France. Mes grands-parents sont déménagés ici en 1962, puis c'est là qu'ils ont acheté la ferme. Fait que mon père l'a repris en 1974. Puis après ça, plus tard, mon frère puis moi, on s'est installés aussi. On a pris la relève. Fait que j'imagine, c'est ça. Comme beaucoup d'agriculteurs, c'est souvent ça, là, la norme un peu de la relève, de dire que tu étais jeune puis tu avais ce contact-là avec la terre. As-tu des souvenirs de justement, ou du moment que tu disais, je veux reprendre ça puis parce que tu étais là-dedans? C'était pas comme à 8 ans, je savais que je reprendrais la ferme. Mais à 8 ans, on allait ramasser des roches, puis on commençait à picosser un peu d'un tracteur, puis tout. Fait que tu sais, on était déjà dans le mode de vie. Moi, je dis toujours qu'être un agriculteur, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. Ouais. Tu le prends, tu comptes pas tes heures, puis c'est très satisfaisant, mais c'est beaucoup de travail. Mais c'est plus vers 15-16 ans que j'ai commencé à m'intéresser au côté gestion, business, puis ce côté-là... je trouvais qu'il était très attractif aussi, puis on pouvait combiner les deux. Là. L'aspect travailler ses grosses machineries, puis aussi l'aspect gérer son entreprise, ça faisait que ça m'a attiré à dire, finalement, regarde, je vais la reprendre la ferme, puis à partir de là, c'est de là que ça a parti. Oui, c'est ça, parce qu'il y a tout c'est ça, on n'en parle pas souvent, mais il y a le côté business de faut vendre le produit. Il faut gérer des inventaires. C'est gérer une entreprise, puis les entreprises sont de plus en plus grosses aussi, fait que ça demande de plus en plus de temps. Chez nous, je dirais que c'est vraiment à départager, que moi, je m'occupe de l'aspect gestion, puis mon frère s'occupe de l'aspect plus production. Là, fait que on est très complémentaires de ce côté-là. OK. Ouais, ça l'aide. Là, comme ça, il y a deux cerveaux. Il n'y a pas la surchauffe d'être seul, puis d'avoir tout dans la tête tout le temps. Là, parce que justement, comme tu dis, c'est des heures, puis ça peut amener une fatigue aussi d'être physiquement tout le temps là sur le terrain, puis de penser à l'inventaire, il faut que le stock sorte. Puis, il y a beaucoup de producteurs agricoles qui tirent le épingle du jeu puis qui sont seuls propriétaires de leur entreprise. Tout, mais moi, je trouve que c'est une de nos grosses forces chez nous d'être avec mon frère, d'avoir une belle entente avec mon frère aussi. Ça aide énormément. Puis qu'on soit complémentaires comme ça, je trouve que en partant, ça donne une bonne base. Yes. On va rentrer... c'est ça, l'autonomie alimentaire, on en parle beaucoup. Puis comme tu as dit avant qu'on commence, tu aimes ça partir comme plus mondial et redescendre, mais ça rentre un peu dans l'idée de l'autonomie. Je sais pas... c'est que historiquement, si on tourne à, mettons, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'agriculture, c'était local. On mangeait ce qu'on produisait dans notre pays, puis c'était comme ça que les choses se faisaient. C'était toujours comme ça que les choses s'étaient faites. Puis avec la globalisation, puis les moyens de transport qui sont développés, puis le transport maritime, puis tout, là, on en est venu qu'à voir ce qu'on voit actuellement, des oranges en plein hiver, puis des fraises, produits qui viennent de l'autre bout du monde. Puis on n'a plus ce souvenir-là collectif d'une époque où tout était local, puis qu'on mangeait en fonction de ce qui était disponible au cours des saisons.
Mais avec la pandémie, on a vu que ce système-là, il n'est peut-être pas si garanti que ça qu'il va perdurer dans le temps. Ouais. Puis on le voit tout de suite, là, on ne s'en remet pas si facilement que ça. La pandémie, on commence à en parler un peu au passé, mais ce qui découle de ça au niveau économique, on est encore là-dedans. Là, la rupture des chaînes de logistique, les pénuries de main-d'œuvre. L'autonomie alimentaire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est peut-être pas aussi garanti que c'était, puis que c'est peut-être plus aussi évident qu'on va aller à l'épicerie tout le temps, puis qu'on va trouver exactement ce qu'on a de besoin tout le temps. Fait qu'il faut vraiment qu'on développe ça, parce que personnellement, j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer. On compose avec les changements climatiques, on compose avec des gros changements démographiques. Puis notre production agricole, ben, je suis pas certain qu'elle va toujours aller en augmentant comme elle fait depuis 75 ans. Là. À un moment donné, ça va peut-être se stabiliser, puis ça va peut-être même diminuer au niveau mondial. Okay. Fait que je pense qu'ici au Québec, les changements climatiques à moyen terme ne devraient pas trop nuire à la production, en tout cas pas sur une longue durée, peut-être périodiquement. Ouais, c'est ça. Mais au niveau mondial, c'est d'autres choses. Oui, parce que on l'a vu dans les dernières années, des fois, tu as certaines cultures que justement le fait chaud, c'est mis à faire froid, bizarrement, le sol a gelé, puis ça a déraillé de certaines cultures, mais pour ce moment-là, là, mais oui, fait qu'on sent que ça peut arriver plus. L'enjeu de l'eau va être absolument crucial. Ben, il l'est déjà, mais ça ira pas s'améliorer, on le sait. Là, les sécheresses qu'on a, tu viens de le dire. C'est fou. Là. Californie, ben là, même le Midwest américain qui dépend, les prairies, là, les Great Plains, ça dépend énormément de la nappe phréatique qui s'amenuise tout le temps, puis l'eau est rationnée, puis on est là-dedans. Là, puis, fait qu'ici, on commence à en parler, mais on en gaspille encore beaucoup comparé à ce qui se fait là-bas. Là. Oui. Ben, au Québec, j'en ai parlé justement la saison dernière avec Madame Lascabric, là, en tout cas, la protection des bandes riveraines, tout ça, des cours d'eau. Mais ce que je disais souvent, c'est que le Québec, on est comme... On n'est pas conscient parce qu'on a tellement d'eau, de lacs, de rivières. On est comme tout le temps entouré d'eau. Fait qu'on dirait que je pense qu'on s'en rend moins compte. Mais ça va nous rattraper. C'est qu'on a tellement une abondance en eau qu'on est né là-dedans puis on vit avec. On voit nos réseaux d'infrastructures, il y a des fuites d'eau partout. Puis on se dit, écoute, ça coûte très cher de le réparer. Fait qu'on le laisse aller. On laisse couler notre robinet quand on se rase. C'est des choses de même que je pense que dans d'autres pays, ça serait anathème de faire ça. Mais ici, on vit comme ça, puis c'est tout. Puis il y a peut-être des mentalités qui vont changer à un moment donné. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des épisodes de sécheresse qu'on n'avait pas avant. Non, exactement. Puis pour revenir, comme tu disais, là, nos grands-parents, puis avant ça, c'est beaucoup, c'est ça, on mange ce qu'on cultive. Il y avait les traditions de conserver les aliments, de les transformer, pour avoir justement essayer d'avoir des légumes dans l'hiver, mais il y avait cette mentalité-là qu'aujourd'hui, on est gâtés en plein mois de janvier. Je peux te dire, j'ai envie de me faire un tartare avec des pommes vertes et des fraises dedans, de saumon, puis je vais à l'épicerie puis je le fais, puis on réfléchit plus, mais en même temps, il y a quelque chose de quand même absurde de dire, ben là, la fraise vient du Mexique ou whatever. La pomme, puis tu te dis, ben je me fais ça parce que je le peux, mais en même temps... tant que ça marche, ça marche. Je veux dire, on a tous profité un peu de ça. Puis, on était. Je pense qu'à l'époque où ce système-là a été mis en place, on ne parlait pas de changement climatique, on ne parlait pas justement de gaspillage de ressources ou quoi que ce soit. On voulait améliorer nos conditions de vie. Puis je pense que naturellement, on est programmé comme ça. Mais là, on arrive peut-être un peu au bout de cette logique-là, là, où est-ce qu'on voit qu'il y a des conséquences au choix qu'on a fait. Ouais. Puis en même temps, cette disponibilité-là, elle sera peut-être pas tout le temps là non plus par rapport aux raisons dont on vient de discuter. Ouais. Et comment qu'on peut s'y prendre pour améliorer ici, en fait, le fait de gonfler notre offre? Là, on l'a vu, le gouvernement avait donné un peu d'argent à des serres, essayer d'avoir un petit peu plus de certains fruits et légumes à l'année, mais globalement, est-ce que c'est viable de se dire on pourrait être 100%... on ne sera jamais 100%. Non, c'est sûr qu'il y a des aliments qu'on ne pourra pas produire. On n'aura pas d'ananas du Québec. Non, ça n'arrivera pas. Mais si on parle d'une base, mettons. C'est ça. Moi, je pense que de un, c'est de sécuriser nos entreprises au niveau financier, d'avoir des politiques agricoles qui font que nos entreprises peuvent produire sans toujours avoir des craintes au niveau financement. Si on regarde le support gouvernemental qu'on a ici au Québec, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou en Europe, on n'est pas là, on n'est pas dans la game. Ça fait Puis en plus, on compose avec un climat nordique, avec les grandes distances qu'on a, fait qu'on a des obstacles qu'il n'y a peut-être pas ailleurs.
Puis là, le support n'est pas là, les programmes ne sont pas actualisés, les montants ne sont pas actualisés, le budget du MAPAC n'a pas augmenté depuis 10-12 ans. Y a-t-il un secteur d'activité économique que l'enveloppe n'a pas gonflé depuis 10 ans? Il n'a pas nulle part, mais dans le soutien gouvernemental à l'agriculture, on en est là. Puis, je ne suis pas le genre de gars qui se dit qu'il faut absolument vivre à coup de subvention, vraiment pas. Je crois à la libre entreprise, je crois que tout le monde doit être responsable de ses décisions puis tout. Mais là, on parle de sécurité alimentaire dans un environnement très changeant, pas juste au niveau environnement, un environnement d'affaires qui est très changeant aussi. Fait que, au minimum, d'envoyer le message de dire, regardez nos fermes, on va s'arranger pour que ça fonctionne bien. Pourvu qu'ils se gèrent correctement, on va être là pour les soutenir. Déjà, ça sécuriserait beaucoup. Puis, à un moment donné, on pourrait plus se concentrer sur l'aspect production puis l'aspect pouvoir nourrir notre monde. Oui, c'est ça. Mais, moi, c'est ça. Je suis quelqu'un de plutôt à gauche dans l'échiquier politique. Mais, pour moi, on dirait que l'agriculture, c'est pas un bien comme un autre. Je veux dire, c'est l'affaire la plus importante qu'on a besoin, c'est de se nourrir. Fait que de laisser, justement, de laisser un peu plus libre marché, je trouve ça un peu plus problématique pour moi, parce que je me dis, on a besoin de ça. C'est pas... des souliers de marque chère d'affaires, c'est comme il faut soutenir ça et pas laisser comme justement le marché fluctuer puis faire tomber peut-être des fermes du monde qui sont plus capables de subvenir à leurs besoins, mais parce que aussi, puis en plus on parle de bétail, il y a le côté éthique de dire je fais grandir des bêtes pour la nourriture, mais si il y a eu le porc, là, maintenant ils ont de la misère les vendre, mais c'est ça devient intense. Il faut soutenir là, les... Ben, c'est ça. J'ai écouté à un moment donné c'est un géostratège qui est vraiment pas un penseur de gauche. Là, mais c'est ça, il dit c'est quand on parle de chaîne de rupture de chaîne logistique ou d'approvisionnement en intrants puis tout, si t'as pas ton téléphone cellulaire, si t'as pas le dernier cri, ben regarde, c'est plate, ta vie est plate. Si t'as pas de blé, tu meurs, t'as une famine. Là, fait que, effectivement... au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, ils l'ont compris. La base, c'est l'agriculture. Quand tu viens de vivre une famine, quand tu viens de vivre des situations où le monde meurt de faim, ben, tu veux pas que ça arrive. Fait que tu t'arranges pour mettre en place le soutien qui est nécessaire pour que ton agriculture, le monde n'ait pas à s'en soucier. Fait que là, on n'a jamais eu à se poser ces questions-là. Je suis pas certain que ça va être encore le cas au cours des prochaines années. Oui. Parce que c'est ça, comme tu disais, faut au moins stabiliser, pas perdre les fermes. Est-ce que c'est parce qu'on en perd, là? On perd des terres, en tout cas? Mais... Ben, il y a deux choses. Le nombre de fermes qui diminue, c'est sûr que les fermes ont tendance à grossir. Ça, j'ai pas l'impression que ça va arrêter. Si on regarde les machineries qu'on a aujourd'hui, les équipements dont on a besoin pour opérer une ferme, c'est toujours de plus en plus dispendieux, c'est de plus en plus efficace, c'est assez extraordinaire. Qu'est-ce qui se fait au niveau des innovations technologiques, mais ça coûte cher, fait que ça prend un certain volume de production pour pouvoir justifier ces investissements-là. Excusez. Au niveau des terres agricoles, ça effectivement, ça ici au Québec, on a de l'ouvrage à faire. Là. Ça, c'est un des principaux mon principal cheval de bataille, je dirais, surtout ici en Montérégie, où est-ce qu'on a clairement les meilleures conditions au Québec parce qu'on a la qualité des sols puis les conditions climatiques pour avoir des beaux rendements. Puis il n'y a nulle part que la pression est aussi grosse qu'ici sur nos terres agricoles parce que ça coûte toujours moins cher d'aller dézoner une terre, d'aller acheter une terre à valeur agricole puis de la dézoner puis de la bâtir que de recaractériser un terrain qui est déjà dézoné mais qui est peut-être contaminé ou qui a déjà un terrain d'asphalte. On est toujours dans cette logique-là du profit court terme, mais à long terme, c'est insoutenable. Hein. Non, c'est ça. Puis, c'est parce qu'on s'entend, c'est ça, tu sais, Rive-Nord et Sud de Montréal, il y a plus que la moitié de la population du Québec. Fait que c'est comme normal que ça s'étend, mais ça s'étend justement dans les terres, surtout les jardins de Napierville. On s'entend, c'est là, mais il doit y avoir d'autres terres. Parce que moi, je connais beaucoup le coin ici, là, mais fait que c'est comme tentant de vouloir se pousser dans les terres, là, mais je savais pas que c'était si simple de dézoner. C'est pas que c'est simple, mais il y a tellement de pression. On doit à la Fédération, on commande 300 dossiers par année à la demande à la Commission de protection du territoire agricole. Il y en a qui sont justifiés. Puis dans le fond, la loi, elle dit pas tu n'agrandiras jamais sur le terrain agricole. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut que tu aies une bonne raison de le faire. Il faut que tu sois capable de justifier, il faut que tu sois capable
de démontrer que tu peux pas faire ce projet-là ailleurs. Okay. Mais là, trop souvent, la logique, c'est de dire, on va s'en aller là en partant, puis après ça, on se trouve des raisons pour pas aller. Oui, c'est ça. C'est comme tu trouves la raison. Fait que c'est la logique financière à court terme, mais à long terme, en tant que société, c'est pas tenable. Oui, parce que là, perdre une terre, ça revient plus. C'est ça. Ça se refabrique plus. Puis on aurait beau dire, c'est pas comme si on n'avait pas l'exemple en pleine face. Des fois, j'aime ça, ils montrent des photos de quand le pont Champlain a été bâti en 1958. Mais où ce qui arrivait à Brossard, c'était en pleine campagne. C'était dans les terres agricoles. Okay. Il faut que tu fasses un 10-12 000 sur l'autoroute 10 avant d'arriver à voir un semblant de campagne. Fait que, toute cette couronne-là, ça a été bâti au cours des 60 dernières années. Fait que si tu continues à laisser aller ça, sans essayer de le contrôler un peu, ben là, la banlieue elle va être rendue à un moment donné, ça va être rendu Bromont puis jusqu'aux frontières. C'est pas tenable. Là, on va perdre toutes nos terres. Ça s'en irait vers ça. Oui, c'est ça. Puis, moi, c'est un de mes sujets que j'aime beaucoup, l'urbanisme puis penser nos territoires. Mais ça, j'essaie de trouver quelqu'un. Là, on n'embarquera peut-être pas là-dedans, mais tu sais, il y a l'idée que là, c'est bien beau s'étendre, mais il va falloir densifier, là, comme les villes. Déjà, là, comme ceux qu'on a mis là, sur la rive sud, là, la bande qu'on a déjà défaite de terre, tout aussi bien de la densifier au lieu de s'étendre. Là, parce que ça sera pas aussi viable que... Tu sais, je comprends l'idée des gens qui ils veulent avoir une maison, un terrain, mais ça sera pas viable là, à long terme. Là. C'est ça. C'est toujours la balance entre ce qu'on veut au niveau individuel puis collectivement, qu'est-ce qui est préférable. Puis moi aussi, je comprends tout le monde de dire, mon voisin, il a son bungalow, puis son terrain, puis sa piscine, puis il élève sa famille dans un quartier qui est tranquille, puis il a ses 2 chars dans la cour, puis pourquoi moi je pourrais pas avoir ça? Mais à un moment donné, il va y avoir des choix qui s'imposent. Oui, c'est ça. Ça fonctionnera plus. Là. C'est ça. C'est dommage, mais on n'est pas... même aux États-Unis, c'est des questions qui se posent. Puis en Iowa, je pense que le territoire est à 98 % agricole. C'est toutes des super terres, puis ça s'agrandit. Mais ils ont de la place. Puis même à ça, ils se posent ces questions-là. Si au Québec, on est à 1,8 % du territoire qui est cultivable, puis on parle de toutes les terres. Là. Mais si on regarde juste la grande région céréalière, c'est Valleyfield de Saint-Hyacinthe, puis peut-être un peu plus loin. Là, mais ça va pas bien plus loin que ça. Fait que là, on n'est pas à 1,8 %. Là. On est dans les terres qui se font le plus manger actuellement, puis c'est ceux-là qui sont les plus productifs. Oui, c'est ça. Puis un moment donné, il doit y avoir une limite de dire, il y a de la nouvelle machinerie, il y a des nouvelles techniques, je deviens d'en faire plus avec le terrain que tu as, mais je me dis, à un moment donné, il y a quand même une limite. Moi, je pense que les changements climatiques vont arriver puis ils vont imposer cette limite-là. Là. Parce qu'à date, on a toujours dit, je me souviens quand on était petit, 3 tonnes de l'arpent en maïs, c'était impensable. Là, on est dans le 4 puis le 4,4. Fait que ça progresse tout le temps. Puis ça paraissait comment à cause... Le développement des hybrides, optimisation d'utilisation des engrais, des pesticides, la machinerie qui est meilleure, les périodes de croissance qui sont plus longues à cette heure, parce que pour tous les changements climatiques, c'est ça que ça amène, une saison de croissance qui est plus longue, mais là, on est en train je pense qu'on est pas loin du sommet de la crête. Je suis pas certain que ça va durer. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est que c'est ça, comme tu disais, les hybrides, la machinerie a fait que dans le fond, il y a moins de pertes et ça pousse mieux. Fait que c'est plus productif. Tu peux intervenir au bon temps sur tes terres parce que tu en fais plus grand dans la journée. Fait que tu n'es pas obligé de forcer, aller se mettre dans la boîte, ce qui fait que après ça lève moins bien. Fait que il y a toutes sortes de petites choses mis bout à bout qui fait que la productivité est meilleure. Je pense que, mettons, au niveau du maïs ou du soya ou des cultures, c'est le développement des hybrides. Là. Ça a été des innovations qui ont été Puis par hybride, c'est quoi? Dans le fond, ils vont par exemple, le maïs grain. Ouais. À un moment donné, tu en mettais moins de semences à l'hectare parce que les feuilles de maïs, ils prenaient plus de place. Ouais. Là, on réussit à développer des hybrides où les feuilles vont pousser plus droit. Ouais. Fait que tu peux en ranger plus sur ton arpent. Okay. Fait que en partant, ta productivité est augmentée. Puis en plus, pour toutes sortes de raisons, il va mieux assimiler l'azote, il va être résistant à tel insecte. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les hybrides sont bien meilleurs qu'ils étaient autrefois. Puis ça, il y a beaucoup de recherches qui se font encore là-dedans. Okay. Mais en même temps, à un moment donné, si tu te ramasses encore avec 2 semaines où ce qui fait 35-37 degrés dehors, tous ces gains technologiques-là, ils vont disparaître parce que la température n'est juste pas favorable. Là. Fait que s'il faut dealer avec ça aussi, je suis pas certain que les rendements vont augmenter tant que ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut garder les terres qu'on a, parce que notre productivité, à un moment donné, je pense qu'elle va être utilisée. OK, c'est ça que tu l'as dit, c'est ça. C'est que, là, mettons, on perd des terres, mais on gagnait de la productivité. Fait ça venait even ou on réussit à croître un peu, mais c'est ça, j'avoue qu'un jour, l'espèce de... Mais justement, est-ce que c'est stressant? J'imagine que ça doit être stressant pour les agriculteurs overall de voir ça, d'anticiper la météo. C'est sûr que
D'avril à novembre, la météo, tu la check tout le temps. Même si tu te dis, dans 2 semaines, il annonce ça, puis ça n'arrive jamais comme ça fait rien. Dans notre tête, on se dit, ben là, on a tant de jours pour faire nos ouvrages, puis tout. Fait que ça c'est un petit peu... moi, j'ai toujours fonctionné de même, fait que ça fait un peu partie de... Ça fait partie de la game. En même temps, moi, je dis toujours qu'on... En partant, je me considère pas comme quelqu'un qui est un gambler, mais en partant, tu joues avec la météo puis avec les marchés sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Fait que être un producteur agricole, tu es un gambler à base, juste par rapport à ça. Tu mets, peu importe la grosseur de ta ferme, tu mets 100 000 ou 300 000 ou 500 000 dans ta terre avant de commencer, puis tu sais pas que tu vas sortir au bout. Oui, c'est ça. C'est là, il peut venir un stress assez facile. Faut que tu sois capable de gérer ça. Ça, c'est certain. En partant, il faut que tu gères ce risque-là. Et... oui, c'est ça. Dans le fond, je voulais revenir un peu à l'autonomie alimentaire, parce que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de monde qui ont comme parlé contre la gestion de l'offre, mais que ça, c'est juste, il y a 4 trucs là-dessus. Dans le fond, c'est tout ce qui est volaille, œufs, puis la production de lait. OK, fait que c'est 3 volets, mais est-ce que ça pourrait être pensable ou ça ne marche pas avec les autres trucs d'avoir une gestion de l'offre, en fait? Parce qu'on dirait que dans ma tête, ça fait beaucoup de sens de dire qu'on produit ce qu'on a de besoin. Alors, peut-être, mais il y a certains trucs que j'imagine qu'on peut aller à l'exportation, puis ça, c'est correct d'en avoir plus, mais tu sais, on dirait que pour ce genre de produit-là, il me semble que ça fait du sens de... Moi, je dis, une chance qu'on a la gestion de l'offre pour ces secteurs-là, parce que quand je regarde ce qui se passe, mettons, aux États-Unis, toutes les fermes laitières familiales sont pratiquement toutes en train de fermer, parce qu'ils n'ont pas les prix, tu sais, ce qu'on jasait tantôt, ils n'ont pas les prix pour... soutenir une croissance qui fait qu'ils peuvent justifier les nouveaux équipements. Puis après ça, ils se font ramasser par des méga fermes de 5 6 000, 10 000 vaches. C'est ça. Qu'eux autres, ça coûte beaucoup moins cher produire 1 litre de lait si tu installes une bâtisse, pas de mur en Arizona, puis que tu engages les Mexicains à 4-5$ de l'heure, puis que tu tires 10 000 vaches. C'est pas le même prix que d'avoir une ferme au Wisconsin dans les mêmes conditions climatiques que nous autres, il faut que tu aies une étape fermée, il faut que tu aies chauffer. faut que tu aies de la nourriture pour l'hiver. C'est pas les mêmes coûts. Fait que ces fermes-là, ils ont beaucoup plus de difficultés qu'avant. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Oui, on avait vu des histoires passer dans les médias. Je me rappelle d'une, justement, dans le nord des États-Unis, que un matin, eux autres, le truck était supposé de passer, puis là, la compagnie a dit on n'achète plus vous autres. Ça, c'est le pire exemple, mais c'est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Puis c'est une coop de producteurs en plus. Puis le conseil d'administration a pris la décision que finalement, on n'a plus besoin de ton lait. Puis on ne te paye pas. Fait que tu jettes ton lait à matin. Oui. Puis qu'est-ce que tu fais avec le reste? C'est ça. Puis c'est pas un truc que tu dis, je vais aller... je vais le vendre où? C'est ça, c'est périssable. C'est périssable, là, fait que c'est un temps limite, puis je me revire comment? C'est pas... j'essaie de trouver un exemple dans ma tête, mais un autre genre de produit que t'es en boutique, ça marche pas, mais je vais essayer d'aller, je sais pas, le mettre sur Internet, le mettre, tu essaies des choses, mais là, le lait, tu peux pas... T'as 10 000 litres de lait qu'il faut que tu passes en 36 heures, c'est impossible. Puis c'est pas juste toi, c'est tous tes voisins. Fait que, alors, c'est très difficile à gérer. Fait qu'ils ont perdu beaucoup de fermes par rapport à ça. Puis dans des conditions plus difficiles que les gens qui font en camp généralement ici, qui souvent ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de relève plus que d'autres choses parce que les conditions d'affaires sont difficiles. Fait que c'est pas le même genre de retrait d'agriculture non plus. Puis ces fermes-là ont de la misère à arriver malgré le soutien qu'ils ont aux États-Unis à la production par rapport à celui qu'on a ici. Fait que moi, je dis au moins pour les secteurs qu'on a sous gestion de l'offre, une chance qu'on les a, parce que c'est des secteurs qui fonctionnent bien. Là. Dans la volaille et dans le lait, là, c'est des secteurs où ça va quand même bien. Au niveau du grain, de la gestion de l'offre, c'est pas vraiment pensable, mais de toute façon, c'est plus la météo, je dirais, qui gère l'offre, si on veut. Fait qu'il y a des années qui sont meilleures que d'autres. Il y a des années qu'on va avoir des conditions climatiques plus favorables, mais que le prix va être moins bon. Des fois, on a les deux. Des fois, on n'a rien pantoute. On n'a pas de récolte et on n'a pas de prix, mais on apprend à gérer un peu ça. Mais c'est ça. Pour des productions comme dans le port actuellement, c'est sûr que c'est le gros sujet d'actualité tout de suite, que là, on parle justement qu'il va y avoir une coupure de production parce qu'on n'a plus les abattoirs pour les abattre pour toutes sortes de raisons. C'est assez difficile, mais en même temps, de dire qu'on va avoir une gestion de l'offre. Ce que ça prend, c'est un contrôle aux frontières aussi. Il ne faut pas qu'ils rentrent de stock d'ailleurs. Puis dans le contexte actuel, je vois difficilement comment on peut être capable de passer de passer un règlement comme ça sans contrevenir à toutes les ententes commerciales puis tout. Fait que c'est... Écoute, ça serait peut-être favorable, mais je pense que pour l'instant, c'est pas réaliste de penser ça. Oui, parce que c'est ça qui devient dur, là, comme quand tu parlais d'avoir plus d'aide du gouvernement aussi, comme tu l'as mentionné un peu aux États-Unis, il y a plus de subventions à l'agriculture en général, puis c'est ça. Fait que là, dans le Sud, ils ont
plus de chaleur, tu sais, fait qu'ils ont moins de coûts. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils poussent leurs produits puis ils sont capables d'avoir un prix. Fait que c'est dur de... Tu sais, c'est arrivé à l'épicerie puis te faire que, OK, j'ai produit québécois plus cher puis l'autre moins cher, mais en même temps, il n'y a pas la même qualité. Je pense qu'au Québec, on a des lois, des règles plus strictes. Là, c'est ça. Au niveau de la réciprocité, on ne l'a pas non plus. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que... Tu sais, s'il y a un autre signal que le gouvernement pourrait nous envoyer qui veut nous soutenir, c'est d'exiger les mêmes normes de production des produits qui viennent d'ailleurs que ce qu'on a ici. Puis c'est assez rare que c'est le cas. Là. C'est pas pour rien que l'ail chinois va rentrer à 4 fois moins cher que l'ail québécois. C'est parce qu'on n'est pas trop certain de comment ils l'ont fait non plus. Là, puis... Fait que c'est ça. Je pense qu'on a une super qualité de produit ici au Québec. Là, notre porc, il est reconnu comme un des meilleurs au monde. Notre lait, il est excellent. Tout est bon. Mais en quelque part, avec un coût. Il y a un coût qui vient avec parce que nos conditions de production sont plus difficiles que ce qui peut se passer ailleurs. Puis le soutien gouvernemental, des fois, il arrive un petit peu tard aussi. Là, fait que ça complexifie les choses. Ah, ça, c'est définitif. Mais c'est ça. Tu sais, des fois, il faut aussi faire le choix. Tu sais, c'est sûr que c'est dur, puis là, l'épicerie coûte cher, puis là, tous les prix augmentent. Fait que c'est... Ouais. Mais je sais que là, il y avait une espèce de campagne là, de dire de remplacer 12 $ de notre épicerie par des produits là, québécois. Tu sais, fait, c'est l'idée de le faire un petit peu par petit peu et d'essayer de gonfler. Puis ce petit 12 $-là, mais multiplié par tout le monde, ça... c'est sûr que ça serait fantastique. Si le message portait comme il faut, ça ferait une grosse différence. Je pense qu'on parlait d'1 milliard de supplémentaires de revenus si le monde faisait ça, puis ça serait fantastique. Mais je comprends les gens, puis tu l'as dit, l'inflation tout de suite au niveau de l'alimentation, c'est quelque chose. Fait que je comprends les gens qui... le citoyen a des exigences par rapport à la production, par rapport à ce qu'on fait ici, mais à l'épicerie, il devient un consommateur, puis il check le prix, puis c'est correct, mais en même temps, à long terme, c'est tout ça qui est favorable pour notre société. Ça, je pense que poser la question, c'est y répondre. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, surtout peut-être en Montérégie, mais l'autre aspect d'une agriculture qui est forte et qui est dynamique, c'est au niveau de la vitalité économique de nos régions. T'sais, en Montérégie, on a une économie diversifiée, puis on a un bon degré d'urbanisation, on y passe un peu moins, mais il y a des régions où s'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a plus de territoire. Là. Le village, il vit parce qu'il y a de l'agriculture qui fonctionne autour. Puis c'est ça qui amène des commerces, c'est ça qui laisse les écoles ouvertes, puis tout. Fait que si on perd tout ça, à un moment donné, il ne reste plus grand-chose pour faire vivre, pour occuper le territoire puis pour faire vivre le village non plus. Fait que ça aussi, c'est un aspect qu'il faut considérer. Oui, parce que c'est une autre affaire. Le Québec, on est étendu là, quand même. Il y a une majorité de gens ici autour de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, mais ouais, c'est ça. Quand on s'étend plus loin, on s'étend puis ça apporte des coûts aussi. Puis ça me fait juste penser, je divague peut-être un peu, mais à un moment donné, j'avais une discussion avec... Caroline, le ruban bleu, là, la fromagerie à Mercier, là, parce qu'elle c'est quand elle avait ouvert une boutique à l'intérieur, puis elle avait des produits, c'est d'avoir des produits québécois, mais on avait une discussion sur l'idée de ta volonté, mettons, l'achat local, mais il y a aussi l'idée environnementale, puis elle disait, tu sais, des fois, c'est comme les deux peuvent jouer un contre l'autre, parce que tu te dis, mettons, je vais acheter local, les crevettes de Matane, mais c'est loin quand même. Ouais. Mais les crevettes du nord-est des États-Unis, ils font moins de route. Fait que là, tu dis, est-ce que je supporte le Québécois ou c'est l'environnement? Tu sais, des fois, il y a comme des réflexions vu qu'on est comme étendu, puis c'est ça. Oui, ça peut alimenter la discussion, mais je pense qu'il faut quand même faire vivre notre monde. Là. À la base, là, c'est... Puis, tu sais, est-ce que généralement, il se fait des longues distances. Je comprends l'exemple que tu viens d'amener, mais c'est pas comme s'il y avait c'est pas du simple au trip non plus. Là, non plus. Je pense que c'est mieux de prendre les crevettes de Matane que celles qui viennent du Maine. Ceci étant dit, moi j'ai jamais eu honte de la façon dont on fait notre agriculture ici. Là, je pense qu'on a des belles pratiques qui sont adaptées, qui sont en train d'être adaptées, puis qu'on va continuer à s'adapter. C'est utopique de penser qu'on va revenir à l'agriculture pré-industrielle où il n'y avait pas d'intrants chimiques ou quoi que ce soit. Là. On n'a pas intérêt à en mettre pour rien, ça je comprends. On essaye d'optimiser les choses. Mais à un moment donné, on a un devoir de rentabilité, puis aussi, il faut nourrir notre monde. Fait que, il y a tout ça à considérer aussi. Là. Ouais. On ne peut pas atteindre les mêmes niveaux de production si ce n'est pas de ces intrants-là, pas à grande échelle. Fait qu'il y en a qui peuvent tirer leur épingle du jeu sur des petites surfaces, puis ils font un super job de le faire aussi. Mais à un moment donné, il y a une alimentation, je dirais, de masse. Là. Il faut nourrir la population dans son ensemble. Puis ça prend un certain niveau. Ça prend du stock, exactement. Puis, mais je pense qu'on fait bien les choses au Québec. Puis on continue à s'améliorer. Puis il y a toujours moyen de mieux faire, mais on n'a pas
on n'a pas à avoir honte de ce qui se fait actuellement. Non, c'est ça. Puis, avec le MAPAC puis les règles, c'est quand même assez surveillé ici. Comparé, le ministère de l'Environnement, il impose beaucoup de règles. Il faut qu'on ait un plan agro-environnemental de fertilisation. Il faut que nos pesticides soient... Il y a des pesticides maintenant sous prescription. Ça prend une prescription pour pouvoir l'utiliser. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Puis les producteurs sont conscients aussi qu'ils ont un impact sur l'environnement puis ils cherchent à améliorer les choses. Oui, parce que c'est ça, des fois, c'est ça, la critique qui vient, des fois, du public général qui n'est pas là. Mais on va parler de pesticides, d'environnement, mais c'est polluant, les pesticides. Puis, mais en même temps, on a besoin, c'est comme une espèce de jeu de, je comprends les pesticides, on peut, je vais dire la peur, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais le souci qu'on peut avoir face à ça. Mais en même temps, c'est ça, on détruit les terres, fait que ça demande plus de pression. Fait, puis on pense pas à toutes les barèmes, fait que ça, c'est un peu intense. Puis en tant que producteur, on n'a pas intérêt à mettre des pesticides pour le fun. Moi, c'est le message ce que j'essaie d'envoyer, là, c'est que ce qu'on met, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix de le mettre. Premièrement, c'est nous autres qui habitent sur ce territoire depuis des générations souvent, puis qu'on veut transférer. Fait qu'on n'a pas intérêt à polluer nos cours d'eau puis nos sols pour le fun. Ça, c'est d'un. De deux, c'est notre santé. Là, fait qu'on n'a pas intérêt à en mettre pour le fun non plus, juste par rapport à ça. Puis ça coûte cher en plus. C'est pas comme si ça coûtait rien. C'est un intrant qui est assez dispendieux. Fait qu'on met ce qu'on a besoin de mettre. Mais on met le nécessaire, mais il est quand même là. Fait que, oui, il y a des choses qu'on peut améliorer. Il faut respecter. Bon, il y a les bandes riveraines, respecter nos cours d'eau. Peut-être faire des applications plus judicieuses, parce qu'avec le temps, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, mais de le sortir complètement du système du jour au lendemain, c'est pas réaliste. Oui, parce que c'est ça. Il y a l'idée, bio, mais sur des grandes terres, j'imagine que c'est extrêmement dur à gérer. Pour avoir le rendement, il y en a qui réussissent. Je veux dire, c'est que les années où tout va mal, puis parce que là, quand on parle, mettons, dans le bio, dans la grande culture, c'est d'avoir des sarcleurs, puis d'aller arracher les mauvaises herbes mécaniquement au lieu d'y aller avec des pesticides. Une année où il pleut à tous les 2 jours, puis tu peux pas rentrer dans le champ, ben là, ta récolte va être sérieusement compromise parce que tu vas perdre le contrôle à un moment donné. Puis moi, je veux jamais que ça soit perçu comme étant que je parle contre le bio, contre les producteurs bio, parce que c'est souvent nos meilleurs producteurs, c'est ceux qui sont le plus innovateurs, c'est ceux qui font la meilleure introspection puis qui se questionnent tout le temps. Mais ceux qui lâchent, c'est souvent par rapport à ça. Ils vont dire, on a perdu le contrôle, les mauvaises herbes, à un moment donné, on n'était plus capable. Ça devient très difficile. Fait qu'à un moment donné, les capacités d'expansion sont peut-être un peu limitées par rapport à ça. Même s'il se fait toujours des équipements plus performants puis plus gros. Quand ça va mal. Puis perdre une année de récolte ou une demi-récolte, ben tu t'en ressens pendant plusieurs années au niveau financier. Donc, il y a ces enjeux-là aussi. Mais il y en a qui réussissent très bien. Là, je critique pas, mais c'est sûr que c'est un défi qui est supplémentaire. Oui, qui ramène un autre stresseur. Oui, absolument. Exactement. Et puis, c'est sûr que, parce qu'on entend beaucoup là, les micro-fermes, les mini-fermes, il y a une espèce de volonté de retour à la terre, mais c'est ça, je suis allé en visiter une couple dans le coin de Franklin, tout ça, mais en ayant une petite surface, c'est plus facile de ne pas perdre le contrôle, justement. Là, en tout cas, je sais que ces fermes-là, je me doute un peu de la ferme que tu parles, c'est des super producteurs, c'est du monde allumé. Puis, oui, je pense qu'ils réussissent à bien contrôler leur environnement par rapport à ça, parce que c'est des petites surfaces. Puis souvent, on va mettre en opposition un peu les deux types de fermes. Les fermes sur des petites surfaces versus la business qui en a plus grand. Puis il y a de la place pour tout le monde. Il y a un marché pour tout le monde. Exact. Ces producteurs-là, ils n'ont pas de misère à vendre. En tout cas, je pense pas qu'il y ait des difficultés à vendre leur stock, même si je sais que depuis... ils ont atteint un pic pendant la pandémie, puis ça a baissé un peu l'an dernier. Mais généralement, je pense qu'ils réussissent à écouler leur stock. Fait qu'il y a un marché. Puis en même temps, il y a un marché pour les autres. Puis il y a moyen de coexister là-dedans. Là. Fait que, moi, je trouve que c'est des super initiatives, c'est des belles vitrines pour notre agriculture. Puis il faut les soutenir comme il faut soutenir tous les autres types de fermes. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je sais, c'est extrêmement utopique de penser que ces petites fermes-là peuvent... C'est plus un... Moi, je le vois comme un ajout, surtout qui pourrait être bon dans la localité, parce qu'on s'entend comme ici, les jardins de la Pierreville, mais on va à Franklin, tout ça, il y a beaucoup de terre, mais on parle souvent de désert
de points de service. En fait, c'est comme on voit les champs partout, mais on n'a pas de produits tant que ça proches. Fait que, je sais que là, il y a les. J'ai fait une mission avec les complices alimentaires, là, qui est un organisme qui a été monté, il y a plein de monde là-dedans, puis ils sont en train d'essayer de mettre des congélateurs partout. Okay. Puis d'avoir justement, il essaie de faire des partenariats avec des agriculteurs du coin, avoir des carottes. Tu sais, des fois, les extras ou les celles qui sont jugées pas belles pour l'épicerie, qui sont un peu croches, mais qui coûtent pareil. Ben, mais eux, ils coupent, ils transforment, ils les préparent. Puis en tout cas, il y a un côté très... c'est ça, d'avoir accès à cette bouffe-là, tu sais, qui peut être même jetée parce qu'il n'y a pas de preneur. Là. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça intéressant, tu sais, qu'il y a des petites... qu'il y a quelque chose, parce que, tu sais, j'avoue, moi, je viens de Sainte-Martine. Tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup le laitier, là, du grain, mais tu sais, c'est ça, tu disais, mais il n'y a pas de... Là, maintenant, oui, mais tu sais, à l'époque, il n'y a pas de Kia. Tu sais, comment je fais pour avoir accès à ces produits-là qui sont proches de chez moi, tu sais. C'est ça. Fait que oui, puis il y a des initiatives comme ça qui se créent un peu partout. Dans les jardins de Pierreville, il y a ce qu'on appelle la caravane des cultures. Fait que dans le fond, c'est une bande qui se promène puis qui ramasse des produits sur différentes fermes puis qui se promène dans tous les villages. Puis ils savent, mettons, le vendredi midi, il va être dans le stationnement de la Caisse populaire dans ton village. Fait que si tu veux aller chercher des choses, tu vas là. Fait que il y a des petites initiatives comme ça qui prennent naissance un peu partout, puis c'est vraiment intéressant. Puis oui, je pense que ça amène un certain contact entre le citoyen et le producteur, puis ça peut juste être bénéfique pour tout le monde. Yes. Je voudrais qu'on parle d'environnement. On l'a comme mentionné un peu ici et là, mais il y a l'air d'avoir vraiment une grosse réflexion, en tout cas une prise de conscience depuis quelques années déjà, là, mais qui s'accentue de justement l'impact que le travail de l'agriculture peut avoir sur la terre et les trucs environnants. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Chez l'UPA, ils ont comme plein de programmes, là, mais d'aide. Là. Ben, je pense que tu l'as dit. Il y a eu des reportages qui ont sorti qui n'ont pas toujours mis l'agriculture en valeur par rapport à ça. Des fois, je pense qu'ils en ont beurré, mais en même temps, c'est une prise de conscience, je pense, qui était nécessaire. Tu l'as dit, à l'UPA de la Montérégie, ça fait des années qu'on essaie de développer des projets en agro-environnement, puis ça a pris beaucoup d'ampleur depuis 4-5 ans parce que les gens s'y intéressent, parce qu'il y a des programmes, il y a de l'argent des gouvernements qui ont été mis sur pied, il y a des commanditaires privés aussi, il y a des jardins, nous autres participent à un programme, il y a la fondation Alus, ça c'est commandité par Weston, ça vient de l'Ouest canadien, ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans aussi, fait que nous, on peut monter des projets par rapport à ça, puis ça peut être intéressant. ALUS, c'est quoi? ALUS, c'est Alternative Land Use System. Fait que dans le fond, c'est un système de rétribution économique pour des gestes à caractère écologique qu'on pose sur nos fermes. Fait que ça peut être une bande riveraine élargie, ça peut être aménager un bout de champ pour empêcher l'érosion, ça peut être conserver un nichoir d'oiseaux, même un endroit où les tortues se reproduisent. C'est quand même assez vaste, là, mais dans le fond, c'est de faire des aménagements sur sa ferme pour améliorer l'écologie environnante. Puis il y a des rétributions annuelles qui sont accordées aux producteurs qui mettent ça en place. Fait que, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place. Nous autres, c'est sûr que ça nous donne une certaine expertise au niveau de la fédération de pouvoir dire, ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien. Fait qu'on va chercher beaucoup d'expertise comme ça. Puis en même temps, on répond, je pense, à une certaine interrogation qu'ont les citoyens tout de suite qui s'intéressent de plus en plus à comment que notre agriculture se fait, puis c'est quoi vraiment notre impact environnemental. T'sais, comme je disais, il y a des reportages des fois qui nous font paraître moins bien, fait qu'on essaye de rétablir certaines choses. Puis là, je dis pas que tout est parfait. Non, c'est ça, mais... Il y a toujours place à amélioration, mais en même temps, il y a une prise de conscience qui est clairement là tout de suite. Ouais, puis je pense que, les agriculteurs, oui, mais je pense que c'était le public en général, mon père, nous autres, on est de Sainte-Martine, qui disait quand il était jeune, tout le monde jetait dans la rivière Châteauguay. Puis c'est pas juste les agriculteurs, c'est que souvent les agriculteurs veulent pas aussi la terre finissait sur la rivière, mais tout le monde, puis de retrouver des pneus de toutes, des affaires. C'est comme si, justement, on prenait pour acquis que l'eau amène les affaires, puis ça part, puis on le voit plus, puis on réfléchit pas. Mais là on réfléchit à justement, peut-être parler des bandes riveraines, en fait, parce que c'est quand même intéressant. Puis j'en ai parlé justement avec la dame Lascabrique, ce travail-là, qu'on réfléchissait pas, en fait, que la terre finit sur la rivière ou un ruisseau, peu importe. Fait que c'est quoi un peu cette idée-là? Parce que c'est l'idée de pas aller jusqu'au bout. C'est ça. Dans le fond, la bande riveraine, ça va être une bande... ça va être soit 3 mètres en haut de la limite des hautes eaux. Donc, quand la rivière elle monte, tu calcules 3 mètres sans cultiver ou 1 mètre sur c'est un peu ça le replat du talus, donc le bord du champ, si on veut. Là. Puis essentiellement, la bande riveraine, ce que ça va faire, ça agit surtout sur 2 niveaux. Là. D'un, ça va contrôler l'érosion.
Fait qu'on conserve notre sol. Puis ça va empêcher l'écoulement des intrants aussi. Donc, les engrais chimiques, les pesticides, au lieu de les perdre dans la rivière, on va les garder sur notre sol puis ils vont servir aux plantes. Ouais, okay. Fait que c'est vraiment les deux actions de base qui sont reliées à la mise en place d'une bande riveraine qui est effective. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, c'est l'idée de dire... Tu sais, parce que justement, tu te dis, j'ai cette terre-là, fait que je l'ai. Il y avait l'idée avant, je vais aller jusqu'au bout parce que pour rentabiliser tout ça, mais en même temps, c'est de réfléchir à mais si je la perds un peu à chaque année, anyway, je vais en perdre peut-être plus sauf si je protège whatever la largeur. C'est que c'est contre-intuitif. Hein. Quand tu achètes ta terre, tu achètes jusqu'au milieu du fossé. Fait que, normalement, tu dis je paye des taxes jusqu'au milieu du fossé. Je vais m'arranger pour que ça pousse le plus loin possible. Mais c'est ça, effectivement. Fait qu'à la base, tu te dis je vais essayer d'en cultiver le plus grand possible, mais au niveau économique, c'est peut-être pas si rentable que ça. Là. Quand on prend en compte l'érosion, quand on rend compte le fait que le premier 2-3 rangs sur le bord du champ, souvent, il fait plus pic-pic que le reste aussi. Fait que peut-être aussi bien de faire une belle bande riveraine puis t'assurer que le reste du champ est en ordre. C'est parfait. Tu vas probablement aller chercher ta rentabilité quand même. Là. De toute façon, c'est pas des très grandes superficies. Là. Un mètre sur le replat du talus, c'est pas si grand que ça non plus. C'est ça. Puis tu t'assures qu'à terme, ta terre reste sur ta terre puis elle se ramasse pas dans le fond du fossé. C'est ça, parce que c'est ça. On dirait que c'est une m'allumer l'idée de... tu passes en tracteur justement, mais juste sur le bord, ça... Oui, puis je veux dire, forcer le bord, là, tu sais. Puis aussi, avec les hivers qu'on a maintenant, quelqu'un qui a labouré puis qui a laissé son sol à nu, puis des fois, on n'a pas le choix de le faire, là. C'est pas ça la question, mais ça fond, ça regèle, ça refond. Après ça, il vient un coup de vent, puis tout d'un coup, tu vois que t'as une belle coulée qui s'est faite avec ta terre qui est rendue dans le fond du fossé, puis de un, cette terre-là est perdue. De deux, il faut que tu nettoies ton fossé parce qu'il va être bloqué à un moment donné. Fait que, tu sais, ça amène des coûts que tu as peut-être moyen d'éviter juste parce que tu mets en place une bande riveraine qui est effective. Oui. Et l'idée, justement, de faire toutes les bandes riveraines, mais tous les petits ajouts, les petits trucs qui peuvent être faits, des fois, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça apporte aussi quelque chose de positif aux récoltes? Les récoltes en tant que telles, pas vraiment. Moi, je pense que plus la biodiversité, on entend de plus en plus parler. Là, au niveau de la pollinisation, si tu as plus d'oiseaux... nécessairement, ça veut dire qu'en quelque part, tu as des habitats favorables à d'autres choses que des oiseaux aussi. Tu vas avoir plus d'insectes. Les insectes peuvent être pollinisateurs. Tu peux avoir des prédateurs naturels pour d'autres sortes d'insectes qui vont nuire. Fait que, ça amène toutes sortes de bénéfices qui sont peut-être pas visibles ou aussi tangibles que ça à première vue, mais qui vont être là à terme aussi. Oui, qui était peut-être l'autre idée contre-intuitive de dire, je veux maximiser, je fais telle récolte, puis le reste, je m'en fous d'avoir une bande de fleurs ou c'est ça. des arbres, mais c'est ça, il y avait pas un truc aussi d'avoir des lignes d'arbres pour protéger justement, de couper les vents, tu sais. Les abris-vents, oui, c'est ça. Ça, c'est un autre... ça aussi, tu as comme deux écoles de pensée. Parce que dépendamment des années, il y a des fois que ta brise-vent va te nuire, puis il y a d'autres fois qu'elle va t'aider. Okay. Des fois, ton rendement va être meilleur où est-ce que tu avais des arbres. Parce que la neige, il y avait un meilleur couvert de neige, puis le sol, il était pas plein de glace, puis tu as semé plus de bonheur. Puis il y a toutes sortes de choses qui fait qu'il n'y a pas 2 années qui sont pareilles. Là. Mais au-delà de ça, les abris-vents, moi, s'il y a des gens en place, puis que c'est une belle abrise-vent, puis qu'elle ne nuit pas à tes machineries, que ça prend un certain type d'arbre qui ne va pas trop envahir ton champ, mais oui, ça peut être très, très bénéfique aussi. Et j'ai vu aussi, il y avait un site web, La Route des sols. C'est quoi cette initiative-là? Oui, ça, dans le fond, c'est qu'on voulait mettre en valeur des producteurs, dans le fond, qui ont posé des gestes, justement, pour conserver leur sol. Là. Donc, on parle d'engrais verts, de culture de couverture. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut conserver nos sols, meilleur système de drainage, des choses comme ça. Là. Donc, fait que c'était vraiment ça. C'était de répertorier 50 producteurs à l'échelle de la Montérégie, puis vraiment de publiciser leurs actions. Puis on a produit, je pense, 5 vidéos là-dessus. Donc, les producteurs viennent expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer la qualité de leur sol, puis la conservation de leur sol aussi. L'idée, c'est ça, c'est de montrer qu'il y a un travail, qu'il y a une réflexion, qu'il y a des choses qui sont faites. Puis peut-être aussi pour les autres agriculteurs de voir, il y en a un qui a essayé quelque chose, puis de dire, regarde, moi, ça m'a donné tel résultat. Il n'y a jamais la meilleure publicité, c'est celle que ton voisin va faire. C'est l'exemple que tu vas avoir dans ta face. Regarde, il a fait ça, puis ça marche, on va s'y intéresser, puis on va voir comment on peut le mettre en place sur nos entreprises aussi. Fait qu'effectivement, il y a un petit peu de ça aussi là-dedans. Mais justement, ça m'allume de quoi? Tu parles de tes voisins, les autres agriculteurs, mais
vous faites tellement des heures. Est-ce que vous trouvez le temps de justement de fraterniser, puis de jaser, puis j'imagine les associations, là, comme les unions de producteurs de lait, de producteurs de grains, ça l'aide énormément, là, mais... Il y a plusieurs occasions, mais c'est sûr que tu ne vas pas faire une réunion de 15 minutes. On est dans le champ, tout le monde fait des heures de fou, puis mais il y a des périodes dans l'année où c'est plus propice à ça. Fait que souvent, nos assemblées, mettons, à l'Union, à l'UPA, ben, ça va être pendant l'hiver, février-mars. Ça peut être un lieu de rassemblement. Souvent, par exemple, des compagnies de semences, ben, ils vont organiser des journées champs, peut-être au mois de juillet, au mois d'août. Justement, fait que là, les producteurs, ben, ils vont voir qu'est-ce qui se fait un petit peu au niveau des innovations, mais aussi, ben, ça permet de faire du social. Puis, fait que c'est des... oui, il y a quand même des opportunités de pouvoir se rencontrer comme ça. Il faut juste choisir le bon moment pour le faire. J'aimerais parler un peu de relève. Oui. Et de mixité aussi, là, mais parce que, justement, on a parlé de la perte des terres, les fermes qui grossissent, qui n'arrêtent pas de grossir, mais ça vient aussi avec un coût que... cette ferme-là coûte cher. Fait on comprend qu'il y a beaucoup l'idée que c'est passé de génération en génération, mais des fois, tu as du monde peut-être qui aimerait avoir accès, mais on s'entend que c'est ça, je sais pas, combien ça vaut une ferme, mais déjà, juste une ferme laitière, les vaches, on sait un peu que c'est fixé. Fait que, je sais pas comment qu'on réfléchit à ça, cette relève-là agricole. C'est un très gros défi. C'est la relève non apparentée qu'on appelle. Là. Donc, c'est ceux qui ont un cours en agriculture, qui ont la volonté de travailler en agriculture, mais qui n'ont pas le fond de terre ou une ferme familiale qu'ils peuvent reprendre. Parce que même reprendre une ferme familiale, c'est pas évident. Là, parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses vivre. Soit que tu rachètes ton père ou ta mère, ou que tu es en partenariat avec, il faut que tu fasses vivre une famille de plus avec la même ferme. Fait que déjà, c'est un défi. Ouais. Mais en plus, si tu n'as pas une ferme déjà établie, ben là, comment que tu passes ça? Là? Les terres, tu l'as dit, surtout à Montérégie, sont dispendieuses. On ne se le cachera pas. Fait qu'il y a des choses qui sont mises en place. Il y a par exemple, l'Artère, c'est une agence de maillage. Donc, dans le fond, on faisait trouver un producteur qui n'a pas de relève, qui veut céder à quelqu'un qui veut reprendre la ferme, qui est peut-être prêt à faire un compromis sur le prix qu'il va vendre pour pouvoir partir une relève. Donc, il y a des actions comme ça qui se font. Ouais. Il y a des fiducies qui ont été mis en place tout de suite, qui sont mis en place, qui sont en train de s'installer en Montérégie. Notamment la fiducie Fonds d'action, qui va avoir des terres, les terres que Hydro-Québec a cédé dans le dossier Google. En tout cas, ils ont pris des terres zonées vertes qu'ils ont données à Google. Puis en échange, il y a des terres qui étaient à Hydro-Québec qui vont être remises en zone verte. Fait que, il y a peut-être des possibilités de démarrage d'entreprise sur des terres comme ça aussi. Là. Fait que, mais c'est sûr que si on part avec l'idée qu'un producteur non apparenté va avoir 1000 arpents de terre demain matin pour cultiver, c'est pas réaliste. Non, c'est ça. Mais s'il y a moyen d'en partir sur des petites surfaces, puis petit à petit, il va faire son chemin, puis il va avoir son entreprise avec le temps. Je pense qu'il y a moyen de le faire, mais c'est sûr que ça prend énormément de travail, puis beaucoup de sacrifices aussi. Là, on ne se le cachera pas. Là. Il y a encore des fermes comme ça. Malheureusement, je ne peux pas dire qu'ils t'offrent toute la run. Il y en a qui vont lâcher au bout de quelques années parce qu'il y a toutes sortes d'implications au niveau familial, au niveau des investissements requis. Là, c'est pas toujours facile. Non, c'est ça. On s'entend là, avec la machinerie en partant, le coût de la terre. On ne peut qu'imaginer un prix là, de valeur, en fait. Là, mais puis des fois, je me dis, en tout cas, moi, je suis peut-être pas assez connaissant en business puis en chiffres, là, mais de dire, surtout, mettons, une ferme qui est sous gestion de l'offre, tu sais, mettons, je me dis les caisses où les banques pourraient peut-être pas aider l'achat, le transfert, parce que tu te dis, cette ferme-là, oui, elle vaut ça, mais on le sait, qu'est-ce qui en sort, tu sais. Ben, c'est sûr que les banques vont faire une analyse mathématique de ça, puis ils vont dire, es-tu rentable ou pas? Je pense que c'est plus au niveau gouvernemental, au niveau de la fiscalité, il y a des choses à faire, là, des solutions qu'on a déjà proposées, que si la personne est intéressée à le vendre à une relève, ben, il faudrait pas qu'elle soit imposée. Il faudrait qu'elle soit moins imposée que si elle vendait à quelqu'un qui est déjà établi ou à n'importe qui d'autre. Il y aurait moyen de mettre des choses en place. Parce qu'actuellement, c'est moins avantageux pour un producteur de vendre à sa relève que de vendre à un étranger. Parce qu'il va être imposé sur sa valeur marchande, mais il va avoir vendu moins cher à sa relève. Fait que, il y a une espèce d'incohérence là-dedans là, qui est à rétablir. Là. OK. Ouais, ça je n'étais pas au courant. Il y a eu des projets de loi qui ont été passés justement pour remédier à ça, là, mais en tout cas, j'ai pas encore vu au niveau effectif qu'est-ce que ça a donné. Okay. Mais il y a quelques années, c'était vraiment ça la situation. C'était mieux de vendre à un étranger que de vendre à ton
à ta relève. Fait que souvent, ce que le monde faisait, c'est qu'il transfère des parts, puis tu essaies de gérer ton impôt au niveau avec un fiscaliste, puis tranquillement, tu transfères. Mais tu sais, ça fait un transfert qui s'étale sur une très longue période. Oui, c'est ça. Puis un autre bâton dans les roues, tu sais, déjà, il n'y a pas d'aide, puis je fais comme, mon Dieu, en tout cas. Tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu aimes l'agriculture, tu aimes le mode de vie, tu es prêt à composer avec ça. Tu sais, si ton idée si dans ton idée, c'est d'avoir un job à 70 000, puis tu es chez vous à 5 heures le soir, puis ça ne sera pas en agriculture que tu vas faire ça. Non, ça va être d'autres choses, puis c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est de comprendre que si tu t'en vas en agriculture, ben, tu adoptes un mode de vie, c'est pas un métier. C'est vraiment, tu vas vivre en grande partie pour ça. Et comment se passe la cohabitation? Je sais qu'en parlant à Caroline aux communications, elle m'avait mis là-dessus la cohabitation ferme citoyen, là, l'espèce de... parce que là, justement, on parlait que les terres se font gruger par le résidentiel. Fait que le résidentiel finit par être collé. Tu sais, moi, je suis né à Sainte-Martine, puis là, j'ai 37, mais là, 30 ans, c'était vraiment plus petit comme village. Puis même on était dans le village sur le bord de la Beauce, on était 3 maisons, puis il y avait un petit champ, là, fait qu'il étendait le fumier. Nous autres, on était habitués à ça. Ouais. Mais justement, le mané, ça pousse, le monde arrive. Cette cohabitation-là, en fait, c'est quoi le... Ben, moi, je pense qu'il ne faut pas généraliser non plus. Là. Quand on regarde les sondages de popularité de chaque corps de métier, les agriculteurs ont toujours à 93 %. Fait que généralement, on est apprécié. Ah oui. Ceci étant dit, oui, il y a des enjeux de cohabitation. Je pense que beaucoup par manque d'information. Puis à la Fédération, c'est à ça qu'on a essayé de remédier. On a mis en place des campagnes de publicité justement pour expliquer c'est quoi un peu la vie en campagne, puis c'est quoi le métier de producteur agricole, puis qu'est-ce que ça implique au niveau des odeurs, au niveau du bruit, au niveau des périodes de gros travaux. Ouais. Fait que oui, il y a du travail à faire. Je pense que c'est une faible minorité de gens qui ont des problèmes avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions, par exemple. Puis ça, faut répondre à ces questions-là. Puis à partir de là, ben faut quand même que les citoyens comprennent qu'on a notre métier à faire. Puis c'est quand même encadré au niveau réglementaire. Mais si on veut éviter le plus de troubles possible, faut aller au-devant des coûts. Donc, faut vraiment aller à la rencontre des citoyens pour leur expliquer c'est quoi notre métier. Puis à partir de là, je pense qu'on peut démystifier beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Puis mais je sais pas si vous le faites déjà, mais l'idée de peut-être avoir des espèces de portes ouvertes, les gens puissent venir, j'imagine que c'est mis en place. Là. En fait, ça fait plus que 15 ans qu'on fait ça, des portes ouvertes à chaque année. Là, fait que, c'est pas toujours aux mêmes endroits, puis c'est pas à chaque année que dans chaque MRC, il va y avoir des portes ouvertes. Mais généralement, quelqu'un qui s'y intéresse, au mois de septembre, d'habitude, il y a des fermes sur lesquelles ils peuvent aller puis aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Fait que c'est déjà des choses qui sont en place. Mais il demeure que on peut pas accueillir 4 millions de personnes non plus. Là. Fait que, il faut des campagnes radio, des campagnes de publicité, des partenariats avec les MRC et les municipalités. Là. Je pense qu'il y a un éventail de façons de faire qui pour vraiment aller conscientiser les citoyens à notre réalité. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis, encore une fois, moi, étant de Sainte-Martine, je l'ai vécu souvent rouler en auto en arrière d'un tracteur parce que là, il change de bord tout ça. Puis... C'est comme ça. On dirait que c'est ça. Quand quelqu'un roule pas vite, tu fais t'as ça. Mais quand c'est un tracteur, c'est comme c'est ça. Regarde, il s'en va travailler, il faut qu'il aille whatever où. Mais il y a comme une habitude quand t'es né là-dedans de te promener dans les rangs. Tu sais, je vais couper par le rang, mais ça se peut que. Puis il y a des fois que ça te dérangera pas, puis il y a d'autres fois que t'es pressé, il faut que tu ailles à la garderie pour telle heure, puis là, tu suis un tracteur, puis tu dis il peut-tu se tasser, mais regarde, à un moment donné. Puis surtout dans les rangs, on s'entend que des fois, il n'y a pas de temps d'accotement. Fait que c'est un peu dur. Non, les chemins, c'est rare qui sont larges, effectivement. C'est un peu dur pour vous de vous tasser puis de laisser passer, mais je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais parler, parce qu'on arrive vers la fin déjà de l'entretien. Je sais pas, on a fait quand même pas mal de tours. Ouais, c'est sûr que je sais pas combien de temps qu'on a, parce que c'est sûr qu'on peut quelques minutes, mais on peut parler de beaucoup de choses, mais tu sais, tout de suite, un des grands défis qu'on a là, au niveau économique, là, tout ce qui est inflation, taux d'intérêt, puis toute la population dans son ensemble le ressent, mais je pense qu'il faut comprendre l'inflation qu'on a eue en agriculture depuis 1 an et demi, 2 ans. Dans certains postes de dépenses, c'est sans commune mesure. Les engrais ont doublé. Ouais. Ça avait déjà commencé à augmenter avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça a été le coup de massue en plus. Fait que, le prix des engrais double. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Là, ça fait mal. Mettons, pour les producteurs maraîchers,
ça a l'air bizarre à dire, mais la boîte de carton, c'est un poste de dépense extrêmement important. Ouais. Ça a augmenté de 40 en 2 ans. Fait que, on n'est pas dans le 6, 8, 10 là, non, c'est ça. On est dans des ordres de grandeur plus grands. Fait que ça, c'est un enjeu. Puis au niveau de la main-d'œuvre aussi, là, actuellement, c'est pas évident. C'est vrai, on n'a pas parlé de main-d'œuvre. Non, c'est ça. Puis c'est un enjeu qui est assez crucial. Là, fait que c'est pas évident au niveau réglementaire, faire venir des travailleurs étrangers, les conserver, les prolongations de séjour. Il y a beaucoup de défis là-dedans aussi. Fait que c'est des enjeux auxquels nos producteurs font face tout de suite qui sont criants d'actualité. Puis est-ce que vous sentez que c'est ça, il y a une baisse de gens qui veulent venir ici, de travailleurs étrangers, ou c'est pas tant non, ça? C'est plus c'est l'accessibilité. Ouais, c'est ça, avant d'obtenir le permis de travail, il faut faire une étude d'impact sur le marché. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'étapes à remplir avant de pouvoir accueillir le travailleur. Puis le travailleur, sa durée de séjour, c'est temps. Puis si tu en as besoin de plus longtemps, tu vas avoir une prolongation. C'est compliqué au niveau administratif. Fait qu'il y a beaucoup de défis par rapport à ça aussi. Ouais. Puis, tantôt, on l'a effleuré, mais au niveau de la santé psychologique, c'est un gros défi aussi. Souvent, on le voit, là, quand ça passe souvent de secteur de production, que c'est plus difficile au niveau économique. Puis en agriculture, tu es toujours là-dedans. Là, si tu es dans ton étable ou ta porcherie, tu es là toute la journée. Fait que tu y penses tout le temps. Fait que c'est difficile. Puis à un moment donné, souvent, quand ça va mal, tu n'as plus envie d'aller voir d'autres mondes puis de jaser. Fait que c'est là qu'on voit qu'on a des gros enjeux. Ouais. Nous, à la Fédération, on travaille beaucoup avec l'organisme Au cœur des familles agricoles qui met des travailleurs de rang sur nos routes pour aller à la rencontre des producteurs. Mais il demeure qu'on demande aux gens d'être vigilants puis de voir, ton voisin, il va-tu bien? On sait que c'est pas toujours facile. Peut-être aller jaser, des fois, ça fait du bien aussi. Oui, c'est ça. Déjà l'entraide, de jaser un peu, puis de lever la main si tu sens que je pense que ça va pas. Parce que j'avoue, on dirait que ça me fait réfléchir, parce que souvent, tu dis la job peut être un stresseur, mais la majorité des jobs, on s'en va chez nous, on se vide la tête, mais vous, chez vous, c'est comme à côté. La maison est là. Ouais. Vous voyez toujours la ferme. C'est tout le temps là, vous faites tellement des heures, puis vous voyez par votre fenêtre la ferme. C'est ça. Puis je veux pas diminuer les enjeux de santé psychologique qu'on peut voir dans d'autres secteurs d'activité. Même en agriculture, on le sait qu'il y a un enjeu. On le voit que c'est clairement présent. Puis c'est souvent relié au secteur d'activité où ça va plus mal. Ouais. Puis là, ça se ressent dans sa vie familiale, ça se ressent dans plein de choses. Fait que il y a des défis de ce côté-là. Exactement. Puis la pandémie, elle n'a pas aidé comme dans n'importe quoi d'autre. Ça a isolé beaucoup de gens. Exactement, c'est ça. Qui sont déjà peut-être isolés par les heures, la charge de travail. Fait que tu dédoubles tous les trucs. Fait que restons vigilants. Puis écoute, merci beaucoup. On a déjà atteint notre... Merci à toi, ça a passé vite. Ça a passé vite, ça a été une super belle discussion. Je pense qu'on a quand même réussi à faire un bon portrait global. Puis je vais vous souhaiter, on va espérer une belle saison, une belle année 2023. Toujours besoin d'une belle saison. Yes, merci.